Eh bien, merci au professeur Jantas pour son invitation et merci à vous d'être présent ce soir. Alors, l'angle que je vais explorer est un peu un angle, ma vision à la fois personnelle et celle qui me semble la plus pertinente pour essayer de regrouper un certain nombre de questions qui agglomèrent l'intelligence artificielle. Il y a une grande question, c'est la place de l'homme dans tout ça, est-ce qu'on peut le comparer? Mais aussi la différence entre le vivant et le non-vivant et la question de l'éthique, de la morale. Et tout ça peut être rassemblé finalement dans une question assez simple, qui est un cadre pour voir les choses. C'est de se dire finalement, l'homme pose des finalités, un but premier, l'accomplit, et l'intelligence peut être une façon d'accomplir ces buts avec des sous-objectifs. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle permet d'automatiser certaines compétences intellectuelles par d'autres moyens, mais qui arrivent au même résultat, mais qui reste instrumentale. Il faut un homme qui donne l'ordre, quelqu'un qui donne l'instruction. L'instruction est extérieure au système. Et toute la question qui va se poser, c'est est-ce que, progressivement, l'intelligence artificielle peut remonter dans la chaîne et se poser en tant que donneur d'ordre dans un système qui serait à ce moment-là complètement autonome. Donc cette question, évidemment, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut poser ses propres buts ? Ce qui pose la question de la puissance de l'intelligence artificielle, la puissance de calcul par rapport à celle humaine, les différences aussi entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle, et sa place. À la fois la place qu'on va lui donner dans la définition des buts, et si jamais ce n'est pas possible, est-ce que quand bien même ce n'était pas possible, dans nos usages, on lui accorde une place plus grande que ce qu'elle ne mériterait, en lui laissant la laissant nous influencer, nous recommander des choses et se substituer progressivement à la délibération et à la réflexivité. Alors, en introduction, brièvement, pourquoi cette question se pose? Je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Ça, c'était, peut-être que vous la connaissez, cette image. C'était en 2022, au tout début de l'intelligence artificielle générative. Et là, c'était Midjourney, qui a été utilisé pour un concours d'art dans le Colorado. Et pour la première fois, c'est de façon cachée, une intelligence artificielle qui a gagné le prix. Les jurys ne savaient pas que c'était une intelligence artificielle. Donc ça s'appelle théâtre-opéra spatial, théâtre d'opéra spatial, et qui montre en fait ce qu'un grand précaré de l'humanité, qui est la créativité, l'écriture, l'art, etc., peut être, à défaut d'être complètement repris, en tout cas reproduit, imité d'une certaine façon. On pourra toujours dire oui, mais ce n'est qu'une recompilation d'éléments déjà faits, etc. Il n'empêche que ça a fait illusion en double aveugle. Et aujourd'hui, ça se répand un peu partout, hein. Donc, évidemment, depuis ChatGPT, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle qui était déjà évidemment ancienne, mais qui a pris une place bien plus grande dans la vie quotidienne. Et donc, dans nos usages quotidiens, alors c'est la création artistique, hein, ça peut être la création musicale s'il y a des musiciens, le langage avec ChatGPT, l'accès au langage, évidemment, qui est simulé, hein, c'est du calcul derrière, mais il n'empêche que ça produit des effets dans nos vies quotidiennes. Et donc, tout cela fait que plus on avance dans le temps, hein, les prémices, j'y reviendrai, sont dans les années 40-50, plus on avance dans le temps, plus ça se complexifie et plus il y a des résultats qui sont convaincants avec des zones toujours faibles, mais aussi des réussites. Et donc cette place aujourd'hui que prend l'intelligence artificielle, ça nous renvoie à nous, hein, qu'est-ce que l'on est et quelle est la différence entre intelligence artificielle humaine? Est-ce que l'intelligence, c'est simplement résoudre des problèmes ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et donc le problème fondamental qui va se poser, c'est quelle est la spécificité de l'intelligence humaine qui pourrait échapper à l'automatisation? Puisque finalement c'est ça, et c'est une question un peu difficile à répondre puisqu'il y a le temps présent. Il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui, mais on pourra toujours se dire aussi oui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc il faudra voir s'il y a une différence de nature ou une différence de degré. Si c'est une différence de degré, il y a fort à parier que, en étant honnête, que dans 20 ans, 30 ans, il y ait des choses nouvelles, des terrains conquis par l'intelligence artificielle. Donc on a le présent, mais on a aussi la temporalité. Alors la question qui est un peu vertigineuse, mais qu'il faut se poser et qui est un peu une douche froide hein, quand l'intelligence artificielle arrive, c'est où est l'homme dans l'homme? Parce qu'on se targuait d'avoir l'écriture, d'avoir l'art, etc. On voit que ça peut être accompli également.
Et donc, qu'est-ce qui, chez l'homme, échappe à une logique qui serait une logique de résoudre des problèmes de manière finalement matérielle? Est-ce qu'il y a une zone qu'on aimait bien dire, oui, l'âme, ou poser des buts premiers, une zone qui serait métaphysique, ou j'y reviendrai tout à l'heure, métacybernétique, le poseur de buts, d'où ça vient? Et est-ce que l'homme peut se définir comme ça, ou est-ce que finalement il est avalé par la matière? Et s'il est avalé par la matière, c'est une zone que l'intelligence artificielle pourrait sans doute conquérir petit à petit. Alors j'ai parlé de cybernétique, pourquoi? Parce que ça va être mon cadre d'analyse qui me semble le plus pertinent pour étudier ça. Alors je développerai un peu tout à l'heure, mais je pense que certains d'entre vous sont déjà familiers. Mais la cybernétique, c'est globalement, c'est né dans les années 40, 50, et c'est l'idée de penser des systèmes qui ont des buts. Alors ça peut être des organismes vivants, mais ça peut être aussi des robots, ou un thermostat, ou un missile guidé. Tout ça fait que pour accomplir efficacement un objectif, un but premier, il faut que l'action soit le plus rationnelle possible, que l'information circule bien et qu'elle soit régulée pour qu'au fur et à mesure du déroulement de l'action, on puisse corriger son objectif, corriger la trajectoire pour arriver au maximum à l'action efficace, remplir le but efficacement. Donc la définition la plus simple, c'est le terme un peu technique, l'étude des systèmes, que ce soit un système humain, non humain, mais peut-être même des entreprises, un État, tout ce qui a un objectif, comment l'information circule et comment la communication se met en place. Donc, de manière extrêmement simple, la cybernétique, c'est la discipline qui cherche à avoir l'action la plus efficace possible. Et pour que l'action soit la plus efficace possible, il faut qu'elle soit rationnelle et guidée tout au long de sa réalisation. Et alors, la cybernétique nous a fait un peu une douche froide quand c'est apparu. C'est de se dire finalement, ce qu'on pensait être la liberté, un comportement aléatoire, en réalité, ça peut être un comportement qui est optimisé vers un but. Et donc que ça soit une machine ou un être humain, il n'y a pas de différence de nature. Tout ça, c'est un traitement de l'information qui vise à être le plus efficace possible. Et là où c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai pris cet angle d'analyse, c'est que vous avez une division des tâches. Vous avez un but premier, et ce but premier ensuite se transmet dans la structure avec des sous-objectifs. Chaque sous-objectif a ses problématiques propres qui doivent être résolues par d'autres sous-objectifs, etc. Et donc petit à petit, on voit que si on automatise en bas de la hiérarchie des aspects, plus on rentre en complexité, plus on peut remonter dans l'automatisation et dans la délégation à des systèmes automatiques qui ne sont plus à ce moment-là humains. Alors cette trajectoire de l'automatisation, qu'elle soit physique par des robots ou intellectuelle par l'intelligence artificielle, est celle de la résolution des buts intermédiaires. Ça, c'est la première étape, et vers une remontée vers les buts premiers. Donc la question, il y en a trois. D'abord, celle de la différence intelligence artificielle humaine. Est-ce que c'est une différence de degré ou de nature? Si c'est une différence de nature, à ce moment-là, l'automatisation ne pourra jamais franchir une étape cruciale. Ce qui nous invite à nous demander qu'est-ce qui dans l'intelligence humaine n'est pas instrumental? Parce que ce qui est instrumental, c'est ce qui est asservi à un but premier. Donc si on peut toujours optimiser, tant qu'on accomplit un but, si on est un bon technicien, on pourra finir par automatiser ça, avec un peu d'ingéniosité et une évolution de la technologie. Et puis donc la question finale, est-ce que l'IA peut poser ses buts premiers? Ça, c'est la vraie question qui va nous guider, qui va nous inviter à plusieurs choses, à voir la nature de ce qu'est une intelligence humaine artificielle et voir la zone qu'elle ne pourra peut-être jamais dépasser. Et là, ça sera la question du vivant et du non-vivant. Et ensuite, la spécificité humaine. Alors, comme on n'est pas dans une série hollywoodienne et que j'ai le droit de divulgacher, je vais tout de suite arriver un peu aux grandes conclusions pour que ça structure aussi la suite de la conférence et que vous ayez des repères. Donc les principales conclusions auxquelles je vais aboutir, d'abord c'est que l'IA comme l'homme, dans la faculté de résoudre des problèmes, ont tous deux des capacités qui sont à la fois différentes, qui ne fonctionnent pas de la même façon, mais qui peuvent arriver à des objectifs très convaincants, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle peut être très efficace lorsqu'elle est employée avec ce qu'elle sait faire. Et l'homme sait faire d'autres choses, peut-être moins impressionnantes, peut-être plus impressionnantes, tout dépend. Donc on peut dire que c'est deux intelligences qui résolvent des problèmes, pas de la même façon, pas avec la même efficacité et pas sur les mêmes domaines. Ensuite, on arrivera à la différence entre l'intelligence artificielle et vivante, donc là animale, l'homme étant partie de l'animal. Et là, il sera question de l'incarnation et d'un concept qui est la Umwelt, le fait d'être situé, incarné en tant qu'être vivant. Ça, j'y reviendrai. Et là, il y a quelque chose de fondamental, c'est que cette Umwelt, le fait d'être
un corps incarné, fait que d'une situation complètement ouverte, finalement, le réel, c'est quoi? C'est une infinité d'informations. Eh bien, il y aura déjà un premier filtre qui fait que l'intelligence animale a la capacité du chaos dans le monde de poser un problème, de savoir ce qui fait problème. Si on n'a pas ce point de vue, en fait, le monde reste complètement informe. Et donc, pouvoir savoir ce qui fait problème, ça, une intelligence artificielle, pour l'instant, ne sait pas le faire. On doit lui dire où est le problème. Et à ce moment-là, elle va être instrumentale. Mais le faire émerger, ça, c'est quelque chose, pour l'instant, qui est le propre du vivant. Ensuite, on verra que la spécificité humaine par rapport à l'animal, donc certes, il y a une mouvette, mais il y a quelque chose en plus là qui est lié à la cognition, c'est une capacité à revenir sur ses buts premiers, à hiérarchiser, à changer ses finalités. Donc là, c'est la réflexivité. Et c'est quelque chose qui fait qu'il y a une moralité chez l'homme. Et enfin, on va voir que l'IA, elle, ne peut pas faire ça. En revanche, si l'IA ne peut pas avoir cette réflexivité et s'interroger sur les buts premiers, ça ne nous empêche pas, dans notre vie, de lui confier cette mission, quand bien même elle n'en est pas capable. Et ça, c'est une vraie question liée à l'automatisation de la société, l'usage qu'on fait, la manière dont on laisse l'IA nous conseiller pour accoucher de nos buts premiers, se substituer à la délibération et à la réflexion. Donc là, il sera question de la déresponsabilisation dans nos sociétés. Donc le plan, brièvement, on va avoir différentes similitudes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était un miroir déformant. Miroir déformant, pourquoi? Parce que quand l'IA nous montre des choses de nous-mêmes, elle nous montre peut-être ce qui n'est pas si mystérieux, mais elle nous révèle aussi des choses que l'on sait faire. Ensuite, on parlera de la capacité à faire naître un problème, d'une situation, savoir qu'est-ce qui peut émerger, savoir où est le problème. Ce qu'une IA ne peut pas faire, on doit toujours lui dire le problème. Ensuite, la spécificité intelligence humaine animale, donc là la réflexivité. Ensuite, la question de l'autonomie morale. Est-ce que, quand bien même l'IA n'a pas une capacité à faire trouver des buts premiers, on l'utilise comme un conseiller, comme quelqu'un qui va nous aider à accoucher de nos buts? Et là, il y a une vraie question éthique qui est forte, qui a plusieurs aspects à l'échelle collective, mais aussi dans nos vies quotidiennes par des outils qu'on utilise tout le temps de recommandation. Et puis enfin, la conclusion, ça sera la question de l'autonomie morale et un point de vue un peu qui ouvrira sur la question de savoir si le vivant lui-même n'est pas complètement un système clos, c'est-à-dire que nos finalités premières en tant qu'être humain, ça reste en partie la survie, la reproduction, et ça, on ne le choisit pas. Et peut-être que ce que l'on fait d'un point de vue évolutionniste est subordonné à ces finalités qui sont peut-être cachées, mais en croyant être dans une réflexivité totale, en réalité, peut-être qu'on poursuit un objectif qui nous échappe. Alors, quelques sources qui ne sont pas toutes celles que j'utilise, mais les principales. Donc, pour la question de la Umwelt, c'est Jacob von Unskull, 1934. Norbert Wiener pour la cybernétique. Aurel David, qui est, peut-être que vous le connaissez, mais que je trouve assez méconnu, qui a écrit un essai absolument magnifique, à la fois très poétique et qui va au cœur du problème, de se demander en fait où est l'homme dans l'homme à l'heure de la cybernétique. Et c'est un essai que je vous recommande peut-être parmi tous ceux que je cite. Ensuite, pour explorer toute la question entre la différence intelligence humaine, animale, artificielle, il y a un livre de Daniel Handler qui s'appelle « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Je reprends certaines de ces analyses et ensuite je poursuis avec les miennes dans l'individu fin de parcours sur la question de l'externalisation d'un certain nombre de compétences humaines à la machine et de l'effet que ça a en retour sur la question du libre arbitre et de la déresponsabilisation dans nos sociétés. Alors, notre première partie, tout simplement, elle vise à voir un peu les similitudes, différences entre intelligence humaine artificielle et la question du miroir déformant. Donc le cadre, pour moi, c'est la cybernétique. La cybernétique, en grec, kubernetike, c'est piloter, gouverner. Et comme je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, c'est une discipline qui vise à chercher l'action efficace. Et une action efficace doit être asservie à un objectif et guidée tout au long de sa réalisation. Donc c'est une discipline qui a comme cadre conceptuel finalement l'idée que tout système est un système téléologique, c'est-à-dire
asservir à un but premier, qui doit aboutir à un état final qui s'appelle l'homéostasie, quand l'objectif a été accompli et que le système a retrouvé son équilibre. Et tout moment où on dérive de cette homéostasie, il y a la rétroaction qui revient et on cherche à toujours s'adapter à ce but. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était un cadre conceptuel qui démystifie l'homme? Parce que ça nous rabaisse sur un certain nombre de choses, en voyant que des qualités qu'on pensait être relevées de l'âme, du génie, du mystère, du tour de main, de tout ce qui semblait relever du miracle presque, eh bien si on l'analyse de manière beaucoup plus rationnelle comme un ingénieur, et avec ce cadre théorique, on voit que un certain nombre de choses sont peut-être moins miraculeuses qu'elles ne le paraissent. Alors elles peuvent être admirables, complexes, mais on n'a pas besoin de faire intervenir une zone immatérielle, une âme, et finalement on est comme, si je le résume très brièvement, comme une machine. Mais on n'est pas des machines, mais c'est le même système, c'est le même cadre conceptuel. Et alors Aurel David, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit que c'est un peu une douche froide. Pourquoi? Parce que l'intelligence, qui semblait être le propre de l'homme, se retrouve avalée par la matière. Avalée par la matière parce que c'est un déterminisme. Et on n'a pas besoin d'autre chose que de la matière pour penser l'intelligence. Et à ce propos, il y a j'avais une petite citation que je voulais partager avec vous. Bon, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, c'est de Stuart Russell, un informaticien, qui dit finalement quelles sont les preuves probantes qui nous disent qu'un agencement de matière, d'atomes suffisamment complexes ne permet pas d'aboutir à une intelligence encore supérieure à celle de l'homme. Après tout, si on est dans une vision matérialiste, ce n'est qu'une question d'agencement. Et auquel cas, la cybernétique va en ce sens. Et très tôt, si vous regardez les tout débuts de la cybernétique, très vite, les théoriciens étaient des personnes qui avaient à la fois une culture mathématique, mais aussi philosophique, et ont tout de suite pensé à ce que ça allait signifier pour l'homme, et le changement de statut qu'avait l'homme derrière tout ça. Donc, en cybernétique, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une pensée qui est asservi à la résolution d'un problème, le problème étant déterminé par un but. Et donc ce qui compte, c'est de s'adapter, grâce à l'intelligence, à la résolution, à la situation, pour résoudre l'objectif. Ce qui veut dire guider le comportement tout au long de sa réalisation, en s'adaptant aux circonstances, et également résoudre un certain nombre de tâches. C'est ce que j'appelle des sous-buts, des sous-objectifs qui permettent, cumulés, d'arriver à la résolution finale. Donc la cybernétique décompose de manière moléculaire, elle fragmente le problème en sous-problèmes, et ces sous-problèmes, pris individuellement, ils sont peut-être moins complexes que pris dans leur ensemble. Et à ce moment-là, on peut trouver des automatisations qui permettent de résoudre tel sous-problème, tel autre, etc. Et de façon incrémentale, on peut arriver à une résolution globale. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que cela nous montre? C'est que pour atteindre un but, on n'a pas forcément besoin de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle peut tout à fait résoudre un objectif sans en passer par l'intelligence humaine. Ça peut tout à fait être la poursuite de l'intelligence par d'autres moyens. On n'est pas obligé d'avoir la cognition humaine avec un cerveau et tout son fonctionnement. On peut tout à fait automatiser ça d'une autre façon. Mais tant qu'on arrive à résoudre le problème, ça reste de l'intelligence. Ça, c'est une première définition de l'intelligence. J'en aurai une seconde tout à l'heure. Tout cela nous dit quoi? C'est que l'homme comme une machine, finalement, sont des organismes, des systèmes autonomes, mais une autonomie qui est relative, qui est asservie à un but premier. Ce but premier pour les êtres vivants, ça peut être la survie, la reproduction. Et pour les machines, c'est le but extérieur que donne l'ingénieur à la machine. Alors, où est-ce que ça nous amène tout ça? Ça nous amène à quelques grandes questions qui seront celles qui vont guider l'enquête. La première, cette grande question, c'est l'intelligence humaine peut-elle être automatisée? Ça ne veut pas dire forcément reproduire fidèlement l'intelligence humaine comme elle est, mais de manière fonctionnelle. Est-ce qu'on peut arriver aux mêmes objectifs, résoudre les mêmes problèmes par d'autres moyens peut-être, mais toujours par des systèmes qui seraient automatisés? Donc, d'abord, est-ce que la totalité de la chaîne d'exécution peut être automatisée? Ce qui va nous impliquer de manière technique, simplement à comparer les performances. Est-ce qu'il y a des compétences humaines qui ne peuvent pas être automatisées du tout? Donc dans la chaîne, à un moment, ça va bloquer. On ne pourra pas arriver plus loin. Et l'homme aura toute une zone qui lui appartiendra encore. Là, c'est une question technique. Et évidemment, l'avenir nous dira si ces zones sont définitives ou non.
Ensuite, qu'est-ce qui dans l'intelligence humaine relève d'une zone qu'on peut appeler de méta-cybernétique? Pourquoi? Parce que la cybernétique est asservie à un but premier. Et bien, est-ce que l'homme peut fixer librement ses buts? On arrive à la question déterminisme, libre-arbitre. Est-ce que chez l'homme, il y a une zone qui n'est pas dans une boucle cybernétique avec un but qu'il n'a pas choisi? Est-ce qu'il peut fondamentalement poser des buts premiers différents? Et donc ça, c'est une zone méta-cybernétique puisqu'elle échappe à ce système. L'homme peut-il être son propre donneur d'ordre de manière libre? Et enfin, l'IA peut-elle arriver jusqu'à ce niveau? Donc là, c'est même une question supérieure à une question technique. Est-ce qu'elle peut monter tout en haut? Alors, le message central dans ce cadre de pensée, c'est que dès qu'il y a un travail, qu'il soit physique, manuel ou intellectuel, qui est asservi à un but initial, un but qui le précède, à ce moment-là, c'est du domaine de la cybernétique, dans le sens où c'est un champ que la cybernétique investit avec pour objectif d'optimiser cette action, peut-être de l'automatiser. En tout cas, il n'y a pas un mystère fondamental. On se dit, bon, si on prend les choses rationnellement, on va décomposer le problème et on trouvera une solution. Et donc l'homme, là-dedans, où est la pensée humaine? Où est l'intelligence humaine dans l'intelligence? Alors cette phrase d'Aurel David, qui est assez jolie, il dit « Ce ne sont pas les machines qui pensent, mais bien l'homme qui ne pense pas lorsqu'il éclaire ainsi la matière sans lui ajouter aucune nouveauté spécifiquement humaine. » Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est que quand on pense pour résoudre un objectif, à ce moment-là, en soi, ce n'est pas là que se situe l'exception humaine, puisqu'une machine pourra le faire un jour. Et donc, il faut chercher la zone humaine. Vous voyez, donc la zone humaine, elle n'est pas dans l'exécution, elle serait peut-être ailleurs, et on va voir que c'est peut-être dans la question morale, le fait de poser les buts premiers. Donc, où est l'intelligence humaine dans l'intelligence? Ce qui va nous impliquer deux grands champs. D'abord, on va comparer les performances IA et intelligence animale humaine pour identifier éventuellement les ressources qui peuvent manquer à une IA pour résoudre des problèmes. Et le deuxième temps, c'est de définir autrement l'intelligence, ce qui permettra d'arriver à la question de faire émerger des problèmes d'une situation, ce que ne peut pas faire une IA, et la question des buts premiers. Alors, là, c'est un peu la comparaison. Il y a d'autres éléments qui pourraient être dits, ce n'est pas complet, mais le message, c'est de dire que IA et intelligence humaine peuvent exceller dans des domaines qui ne sont pas les mêmes. Donc, les qualités fortes de l'intelligence artificielle, c'est de traiter des données massives, d'en tirer des corrélations, de trouver des patterns qui sont a priori invisibles, d'optimiser aussi par des essais-répétitions, pouvoir simuler, faire des essais-erreurs en très grande quantité. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on appelle aussi le passage en force. Par exemple, vous avez peut-être en tête AlphaFold qui avait fait la modélisation 3D de protéines, qui était en fait une étape extrêmement compliquée pour l'esprit humain, mais finalement, à force de répéter des schémas, de chercher des agencements, mais avec des milliards de répétitions, ce passage en force permet d'arriver à des résultats. Contrairement à l'esprit humain qui, lui, théorise. C'est-à-dire que de l'ensemble des informations qu'on a, plutôt que de tout traiter, il faut trouver un système qui permet, par la théorie, d'englober le réel sans avoir à tout traiter en même temps. Donc ce mode de fonctionnement permet aussi de trouver des patterns qui sont invisibles à l'esprit humain. Je pense notamment à la reconnaissance faciale, la détection d'émotions sur le visage humain. Il y a, pour l'esprit humain, on repère quelques éléments sur le visage, mais il y a énormément de corrélations qui peuvent être faites avec d'autres éléments, tel muscle et tel autre active au même moment, telle petite zone qui paraît inaperçue. Tout ça, l'esprit humain ne peut pas le voir, mais une IA peut trouver des corrélations entre tout ça et donc être plus performant que l'être humain dans ce genre de tâches. Donc tout ce qui suppose à la fois un problème clairement défini, ça c'est évidemment important, mais ensuite la détection de régularité sur des données à très grande échelle, là il y a une excellence qui dépasse de très loin l'esprit humain. Raison pour laquelle aussi une des IA de Google qui s'appelle AlphaCast, je crois pour les prédictions météo, est apparue en décembre, je crois 2024 ou 2024, qui a abouti simplement par des corrélations à des prédictions météo qui, à défaut de complètement concurrencer les modèles habituels des supercalculateurs avec des théories, etc., au moins qui permettent de compléter, d'avoir des résultats convaincants par un modèle tout simplement de corrélation, de passage en force de données.
Donc tout ça fonctionne évidemment par des mathématiques, hein, même s'il y a du langage, c'est des mathématiques derrière, fonctionnement statistique et l'optimisation. Il y a eu avant ce modèle qu'on appelle connexionniste, une IA qui était dans les années 80, symboliste, qui visait à reproduire la cognition humaine, à doter l'IA d'un monde intérieur, à trouver des lois, intégrer les lois physiques dans le modèle. Tout ça était beaucoup trop compliqué, ça n'a pas du tout marché, donc très vite, ce qui a été conclu, c'est qu'on ne peut pas imiter le cerveau humain. Il faut poursuivre ça par d'autres moyens, trouver un autre fonctionnement, là en l'occurrence les statistiques, et pour arriver à des résultats convaincants, mais sans chercher à imiter. Ça c'est très important. L'IA ne cherche pas à imiter le cerveau. En revanche, on cherche à résoudre des problèmes que le cerveau peut traiter. L'IA humaine, elle, c'est très différent. Elle a une approche qui est beaucoup plus, alors à la fois économe en énergie, mais aussi qui permet d'appréhender des contextes ouverts, qui permet de conceptualiser avec très peu d'exemples. C'est la raison pour laquelle dans les générations d'images, avoir non pas 6 doigts mais 5, c'est compliqué. Avoir un concept, faire émerger un concept de quelques images, c'est pas possible. Il faut des milliards d'images pour essayer de se rapprocher, mais il n'y a pas la conceptualisation. Et la gestion de tout ce qui est implicite, ambigu, les inférences, tout ça c'est extrêmement compliqué. Et pour l'être humain, c'est quelque chose que l'être humain sait faire. Ce qui amène sur un autre terrain qui est celui de la cognition incarnée, être dans un corps, l'expérience vécue et des capacités qu'a le cerveau humain, notamment d'intégration des différents modules du cerveau et le rôle peut-être de la conscience là-dedans pour intégrer les différents systèmes entre eux. Et là je me base sur des travaux de Stanislas Dehaene sur la conscience. J'en reparlerai tout à l'heure. La leçon à retenir, c'est que IA et humains, finalement, peuvent faire des grandes choses, hein, et ChatGPT peut écrire des textes extrêmement convaincants, faire des analyses très fines, par un autre moyen. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme. On veut atteindre le même objectif, mais on ne va pas avoir la même infrastructure. Il y a le cerveau humain, mais il y a aussi l'IA, et chacun peut avoir des zones où il est plus ou moins triomphant. Donc, ce sont deux domaines qui ont la même prétention, mais n'ont pas tout à fait les mêmes terrains. Donc la question c'est, qu'est-ce qui manque à l'IA pour réussir à conceptualiser, à avoir ce qu'on appelle l'intuition, à tout de suite faire germer un problème d'une situation? Qu'est-ce qui manquerait? Alors il y a une piste, c'est de chercher ce qu'un modèle statistique n'a pas et ce qu'on revendique chez l'homme. Il y a 4 terrains. Le premier c'est la conscience. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, qui permettrait à l'IA de passer un cap? Alors la conscience, en réalité, si on regarde vraiment, nous en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on est toujours conscient de ce qu'on fait? En réalité, on n'a pas forcément besoin de la conscience pour traiter beaucoup d'informations. Et il y a une expérience, une des premières qui était assez frappante, l'expérience de Libet, pour dire quand on décide consciemment de faire un geste, en réalité, il y a une préparation motrice, le cerveau prend la décision et au moment où on l'a fait, en réalité, il y a déjà eu toute une préparation inconsciente. Et le rôle de... Finalement, la conscience émerge par moment, mais elle n'a pas besoin, l'homme n'a pas besoin de la conscience pour traiter énormément d'informations. Donc peut-être que ça apporterait une plus-value, et là, ce sont les travaux de Stanislas Dehaene, de dire que la conscience, c'est peut-être pas tant une capacité à faire germer une nouvelle intelligence, mais plutôt de focaliser l'intelligence, une question d'attention et de coordination des différentes zones pour traiter un problème qui suppose plus de ressources. Et à ce moment-là, il y a ce phénomène émergent de se sentir spectateur, mais c'est avant tout une concentration des capacités du cerveau. Les différentes aires se rassemblent pour traiter un problème qui demanderait plus de complexité. On peut avoir une autre option, c'est de dire le sens. Évidemment, ChatGPT ne comprend rien à ce qu'il dit, et c'est pour ça qu'il hallucine, qu'il peut dire des énormes bêtises. Eh bien, ce sens, on peut aussi, ça nous renvoie, c'est pour ça que je parlais de miroir déformant. Est-ce que nous, on a vraiment besoin du sens pour produire de l'intelligence? Il y a un exemple simple, si vous prenez un médecin expert, il peut tout à fait faire des diagnostics extrêmement pertinents, juste sans connaître le patient. Il peut juste pas savoir où va son diagnostic, ne pas avoir la personne en face, mais à partir de fiches qui sont suffisamment renseignées, il peut faire des liens suffisamment pertinents et sans connaître le sens final de son action, savoir vraiment à quoi ça correspond, faire des diagnostics très pertinents. Et donc on peut se dire oui, mais l'humain quand même, voir, connaître, ça a une importance. Finalement, l'importance de connaître le sens d'une action, c'est qu'elle est incarnée et donc on a accès à peut-être d'autres données qui échappent
tout simplement à la formalisation. On voit, on amasse d'autres signaux. Et donc la question du sens, ça serait de se dire, c'est peut-être pas une différence de nature, mais peut-être d'emmagasiner suffisamment de données. Et dans la vie réelle, on emmagasine des données qui échappent à l'intelligence artificielle. Et vous voyez d'ailleurs, ChatGPT ne comprend rien, mais ça n'empêche pas les IA de faire quand même un certain nombre de prouesses. Donc le sens n'est peut-être pas une barrière. Et évidemment, ça joue pour détecter des hallucinations, des erreurs, etc. Mais ça n'empêche pas de résoudre des problèmes quand bien même le sens échappe. Une autre question pourrait être l'incarnation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais sur l'incarnation, il y a la question de la métacognition, c'est-à-dire d'être une intelligence capable de revenir sur ses processus, de peut-être changer sa stratégie, savoir quand elle fait fausse route, évaluer ses propres ressources, se dire là peut-être que je n'ai pas les compétences suffisantes, je suis dans une zone incertaine, pouvoir un peu réfléchir sur son propre processus de résolution du problème. Alors ça c'est quelque chose, il y a des travaux qui sont en cours là-dedans, hein, et c'est une zone ouverte dans la recherche en intelligence artificielle, mais il y a déjà des premières formes de métacognition qui sont mises en place. Il n'y a pas a priori une barrière technique fondamentale, mais ça n'est pas non plus extrêmement développé aujourd'hui. Et l'autre question, on se dit oui, mais une machine ne ressent rien, elle n'a pas d'émotion. Et effectivement, elle n'a pas d'émotion. Et dans ce cas-là, on peut se dire, bon, l'émotion, elle permet de ressentir, mais est-ce qu'il y a une fonction à l'émotion? Et une des fonctions de l'émotion ou du sentiment, qui est un peu différent, c'est peut-être de permettre au cerveau de se concentrer sur une action particulière, d'inhiber un canal pour se concentrer sur autre chose, et auquel cas, de manière complètement artificielle, on peut créer des inhibitions de certaines zones, accentuer d'autres zones en simulant le rôle, la fonction qu'aurait l'émotion, qui est de favoriser un certain traitement d'information plutôt qu'un autre. Donc on peut tout à fait ne pas ressentir, mais avoir le même effet de manière fonctionnelle. Et puis, le dernier, je l'ai mis en rouge parce que c'est celui-ci qui est peut-être le plus fort, c'est le sens commun. Et le sens commun, ça, les IA ont beaucoup de mal à l'avoir. Le sens commun, c'est évidemment tout ce qui est lié à l'inférence, l'implicite, et toutes les choses qui paraissent évidentes mais qui échappent complètement à l'IA. Donc par exemple, faire un être humain qui n'a pas 6 doigts, c'est extrêmement compliqué. Et alors quelques exemples d'inférences maintenant qui, à force d'être nourries, peuvent être contournées. Celles-ci sont contournées, j'ai fait le test, mais c'est des vrais problèmes qui relèvent du sens commun. Il y a une phrase anglaise qui est assez connue qui dit donc c'est « The pen is in the baby's coat ». Donc le stylo est dans le vêtement du bébé, and the baby is in the coat, qui veut dire is in the pen, pardon, qui veut dire l'enclos. Et donc l'enclos ou le stylo, c'est le même mot. Et comment nous on se dit bah oui, on comprend tout de suite, on fait le lien de manière implicite, on a compris, on a fait des inférences, mais l'IA elle va se dire mais alors pour ça il faut comprendre que l'enclos c'est plus grand, qu'il y a déjà une hiérarchie, etc. Tout ça, il y a des énormes problèmes de traduction pour comprendre. Et nous, ça suppose des capacités en fait qui sont extrêmement simples. Ça vient tout de suite parce qu'il y a une expérience vécue et tout de suite notre cerveau a fait des catégories. Une autre qui serait il a dépassé l'autobus car il était pressé. Bon là on comprend que celui qui a dépassé l'autobus était pressé, mais qui était pressé? Ça se trouve c'est l'autobus. Comment est-ce qu'on peut... Alors là il y a toute une gestion des situations emmagasinées de sens commun, peut-être des choses culturelles qui n'ont pas été programmées. Tout ça pose des gros problèmes et c'est ce qu'on appelle le sens commun. Et d'ailleurs il y avait cette phrase de Descartes que le bon sens c'était quelque chose communément partagé, mais effectivement c'est quelque chose qui est pour l'instant pêche, qui peut être... petit à petit peut-être dépassé, mais pour l'instant c'est là que se trouve peut-être la grande singularité de l'intelligence animale, dans lequel se trouve l'intelligence humaine, ce sens commun. Alors, où est-ce qu'on en est dans les chantiers pour résoudre ça? Alors, on ne va pas tout regarder parce que c'est un peu gros. Ça, c'est un article en préprint qui a été mis le 31 mars, donc par des gens de MetaGPT, mais aussi de Montréal, Stanford. Il y a beaucoup d'universitaires différents. Et je le trouve très intéressant parce que sur 189 pages, il dresse l'état des lieux de toutes les capacités humaines qui peuvent être automatisées, celles où on en est très loin, celles qui sont en cours, etc. Et donc, c'est un peu les pistes de recherche. Et vous voyez que l'idée, là, on est vraiment dans la cybernétique, on tronçonne l'humain, et après, chacun, sur son laboratoire, son département, essaie de résoudre le sous-problème. Et alors, il y en a qui sont tout ce qui est en
En L1, c'est les choses très avancées. Donc par exemple, la compréhension du langage, la production de langage, vous voyez, ChatGPT a déjà beaucoup avancé. Là, on est très haut. Il y a 15 ans, on aurait été sûrement en dernier stade. Hein. La reconnaissance faciale. Mais ensuite, il y a d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre le contrôle, l'inhibition. Contrôler une action. Hein. Par exemple, c'est peut-être là d'ailleurs que pour nous, à défaut d'avoir du libre arbitre, il y a ce qu'on appelle le free want, c'est de bloquer une impulsion par l'inhibition pour avoir un contrôle sur notre processus. Là, on est très loin. L'empathie, c'est aussi très loin, même si là, c'est ChatGPT qui peut reconnaître de manière plus précise que la plupart des humains l'émotion de la personne. Et après trouver des réponses appropriées. Mais l'empathie va plus loin que ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a des zones qu'on reconnaît comme spécifiquement humaines qui sont encore loin, mais ça ne veut pas dire que dans 20 ans, 30 ans, on ne sera pas avancé et elles ne seront pas en L2, en zone supérieure, ou même en L1. Et donc, derrière tout ça, cet article dit, bon, finalement, il y a des chantiers, il y a des différences, etc. Il y a peut-être une solution technique, et là, on ne peut pas trop se prononcer, si ce n'est de se dire, si tout ça est matériel, eh ben, en tout cas, c'est peut-être juste une question de degré et de connaissance. Mais il y a une autre chose plus forte derrière toutes ces pistes, c'est qu'il y a quelque chose qui serait important, c'est que toutes ces IA, à chaque fois, là, vous avez une IA qui traite un de ces aspects, eh bien, il faut pouvoir les coordonner entre elles. Pour arriver à quelque chose de peut-être plus convaincant qui ressemblerait à une intelligence humaine, c'est coordonner les agents IA entre eux pour les faire interagir et avoir les bénéfices de l'un qui sont exploités par l'autre. Et là, on commence à avoir un processus d'intégration avec une finalité, c'est d'avoir une IA qui orchestrerait les différentes IA. Donc une IA centrale qui orchestre tout le reste. Et là, il y a une efficacité bien supérieure, ça éviterait peut-être beaucoup d'erreurs et ça permettrait sans doute d'avoir du sens commun. Où est l'orchestrateur? Pour nous, la conscience serait peut-être l'orchestrateur dans le sens où quand il y a une tâche qui demande non pas un module, mais tous les modules ensemble, eh bien, il s'avère que chez nous, ça génère la conscience à ce moment-là. C'est le moment où on rassemble, on intègre les différents modules entre eux. Donc la petite conclusion partielle qu'on peut avoir à ce stade, c'est que finalement, les deux, IA et intelligence humaine, sont calibrés pour résoudre certains problèmes. L'un a son précaré, l'autre en a un autre. Chacun a ses succès, d'autres des échecs. Le temps fait que plus l'IA avance, plus elle arrive quand même à grignoter des zones humaines. Et bon, et des recherches sont en cours, donc là on ne peut pas trop se prononcer, c'est un peu l'état des lieux, mais on voit la trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui bloquerait cette trajectoire? Est-ce qu'il y a une différence de degré ou une différence de nature pour bloquer cette trajectoire? Et là on arrive à la question de l'incarnation. L'incarnation, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh ben, c'est de faire naître un problème, tout simplement. De savoir, dans un monde complètement gigantesque, avec des données qui n'ont aucun sens, finalement, qu'est-ce qui pose problème pour l'agent? Et là, il est question de l'Umwelt, qui est le concept lié au monde propre, au monde intérieur, et de l'incarnation. Et c'est peut-être ce qui va manquer à l'IA pour remonter dans la chaîne des buts, c'est qu'elle sera toujours tributaire de quelqu'un, une chose qui lui dira le but à atteindre. Donc ses limites, c'est que si l'intelligence est simplement la résolution de problèmes, à ce moment-là, il y a effectivement une compétition IA-homme, mais l'intelligence, ça n'est pas que ça, c'est aussi pouvoir savoir ce qui fait problème. Et ça, c'est très différent. Ça implique de constituer le problème. Et le problème, il n'existe pas objectivement. Le problème pour un être humain, ce n'est pas le problème pour un chien, ce n'est pas le problème pour une fourmi. Un problème, c'est toujours situé par rapport à l'agent qui a sa propre logique, son propre monde intérieur, ses propres objectifs. Et donc, il faut un sujet incarné qui véhicule un certain nombre de choses. Alors, ce terme de Umwelt, il remonte à un Allemand qui s'appelait von Uexküll. En 1934, il avait écrit un livre qui s'appelait Monde animaux et monde humain. Moi, je crois qu'une autre traduction, c'était milieu animal et milieu humain, mais c'est la même chose. Et pourquoi j'ai pris l'abeille? Finalement, c'est ça le point de départ. Il dit que chaque être vivant a sa propre vision du monde, un monde propre, qui est façonné par son environnement, son expérience vécue, mais aussi par tout ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler ses gènes, finalement, tout ce qui est subordonné à la survie. Donc finalement, le monde est filtré. Le monde qui pourrait avoir une infinité d'informations se retrouve extrêmement limité
à ce qui fait sens pour l'organisme, pour ses buts, et qui petit à petit fait part de l'organisme, qui se fait un monde intérieur. L'exemple minimaliste, c'est la tique qui était utilisée par von Uxküll. Hein. Une tique, finalement, son monde il est structuré par trois choses. C'est lorsqu'un mammifère passe, ça déclenche son monde. Elle tombe de la branche. Ensuite, la température devient un moment signifiant pour elle, pour trouver la zone. Et ensuite, il y a la piqûre et le sang, et c'est tout. Il y a trois éléments. Elle n'a besoin que de trois éléments. Son monde, en tout cas, c'est peut-être un peu plus complexe, mais on peut dire, la tique, elle a un monde qui a trois critères. C'est quand même très pauvre. L'abeille, alors j'aime bien l'abeille parce que l'abeille, elle, son monde est façonné par les fleurs, l'importance des fleurs, et le monde est filtré en ultraviolet. Pourquoi? Parce que quand vous mettez les fleurs en ultraviolet, c'est un peu des balises d'aéroport qui vous donnent les grandes zones, les phares à aller atteindre, et donc les fleurs sont beaucoup plus visibles. Ce qui fait un monde, vous voyez, qui est tellement pas humain, c'est complètement autre chose, mais tout ce monde a un sens pour l'abeille, c'est un monde qui fait signe. Et donc l'organisme lui-même fait un filtre du monde qui est infini pour sélectionner les informations signifiantes. Et ces informations sont signifiantes pour ses besoins et ça va influencer en fait toute la structure de son monde intérieur. Et donc cette Umwelt, ce monde intérieur, finalement, il va transformer une situation qui est complètement ouverte, complètement infinie, qui peut être très ambiguë, mais il va la découper, en faire un filtre et la découper par rapport à sa propre incarnation, ce qui va faire qu'une situation, ce n'est pas juste des objets et des données qui sont là partout dans le monde, mais c'est une expérience qui est toujours située. Et c'est quand on est situé dans le monde avec ces intérêts-là et ce premier filtre qu'on va pouvoir savoir ce qui fait problème par rapport à sa propre logique. Et donc cette expérience située, elle est vécue à travers un corps évidemment, c'est subjectif. Il y a une histoire évolutive, une histoire cognitive, peut-être selon le degré de complexité, une mémoire qui se met en place, et des intérêts ou des besoins qui diffèrent d'un organisme à l'autre, d'une espèce à l'autre. Et donc, c'est simplement une fois qu'il y a eu ce premier filtre qu'est la Umwelt qui se pose dans le monde, qu'une situation peut devenir un problème par rapport à ce point de vue qui est extrêmement partiel et complètement situé. Donc l'Umwelt, c'est un filtre, mais alors qu'il y a quelque chose d'étonnant, hein, c'est que le corps, c'est à la fois le producteur du sens, de la finalité, mais aussi l'instrument de la finalité. Contrairement à une intelligence artificielle où c'est l'instrument seulement. Là, vous avez le corps qui produit la finalité et l'intelligence qui est subordonnée à cette finalité produite par le corps, l'intelligence étant elle-même produit du corps. Donc vous avez une sorte de boucle complètement fermée là-dedans. Si vous n'avez pas d'Umwelt, vous ne pouvez pas, du monde informe, faire germer une situation ouverte, savoir ce qui pose problème. Et donc, il n'y a pas d'intelligence dans le sens où, quand bien même vous avez une intelligence instrumentale très forte, vous ne savez pas sur quoi l'exercer. Et donc, il faut absolument ce point de vue incarné. Si vous n'avez pas de situation, rien ne fait signe. Et donc, dans ce cas-là, vous ne savez pas sur quoi regarder. Et il n'y a pas de problème, car il n'y a rien qui gêne, puisque vous n'avez pas une situation préalable, un corps qui a certains besoins, et donc il n'y a rien qui va stimuler la résolution d'un problème. Donc la Umwelt, c'est l'incarnation, qui est propre au monde animal, et qui est propre, évidemment, à l'être humain. Et il y a autant de Umwelt qu'il y a d'espèces, puisque les gènes jouent un grand rôle là-dedans, mais aussi l'histoire personnelle. Donc c'est une lacune majeure pour l'IA. Si on prend une nouvelle définition de l'intelligence, qui est agir pour savoir ce qui fait problème dans un monde qui en soi, de manière objective et chaotique, hein, en soi rien ne fait sens, eh bien seule l'animalité permet de faire sens et donc savoir ce qui fait problème. Donc l'IA, elle n'a aucune situation comme ça, elle peut juste résoudre un problème qu'on lui demande. Alors j'ai mis un peu, c'est peut-être pas précis, mais dire que soit Umwelt est simplement fonctionnel, artificiel, superficiel et temporaire. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on lui donne un problème, l'amas de données peut faire sens pour elle, elle va pouvoir filtrer. Et en ce sens, le filtre qui est appliqué, il a besoin d'un élément extérieur. Mais il n'y a pas d'expérience vécue au sens animal. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des robots spatiaux, le robot qui va sur Mars, par exemple, il y a un temps de latence assez fort de communication, ce qui fait que ces robots peuvent avoir on peut lui donner un but assez général,
et il est capable de déployer certaines stratégies de manière assez autonome, et donc de filtrer le monde, de revoir un peu ses objectifs. Il y a une métacognition qui peut être mise en place. Il n'empêche que le but initial est toujours fixé de manière complètement extérieure, et une fois que le problème a été résolu, tout ça disparaît, et de nouveau, il n'y a aucun problème pour ce robot. Pareil pour les drones, aujourd'hui vous avez des drones qui sont de plus en plus autonomes, et notamment en Ukraine, si vous avez suivi, à cause des brouillages satellites, il y a des drones qui sont capables, une fois qu'ils sont brouillés, d'être en autonomie complète en lisant la cartographie de ce qu'ils voient, et donc de s'orienter, d'avoir une autonomie complète. Il n'en est pas moins qu'il reste subordonné au but initial, qui est d'atteindre la cible qui a été prévue. Et donc, la définition du but échappe complètement à l'IA. Et c'est peut-être là la limite finalement ontologique qui fait qu'une IA ne peut pas savoir ce qui fait problème. En tout cas, en l'état actuel des connaissances, on parlera tout à l'heure peut-être en ouverture de la robotique. Néanmoins, si on s'arrête là, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'intelligence humaine, qui certes a une ouverte, mais il y a peut-être quelque chose de plus. Et chez l'homme, bon, c'est beaucoup plus élastique. Il y a la question de la culture, du sens, des symboles, des récits. Et on va voir la spécificité de l'intelligence humaine qui se caractérise non seulement par le fait d'être incarnée, donc là, il y a une différence avec l'intelligence artificielle et ce que partage l'homme avec l'animal, mais aussi le fait d'avoir une réflexivité sur les buts premiers et donc une réflexivité morale. Alors cette réflexivité critique, donc l'animal, lui, il a ses buts biologiques évidents, survie, reproduction, qui déterminent, qui sont à la fois produits par le corps et qui sont ensuite utilisés de manière instrumentale par le corps pour y subvenir. Mais l'homme, c'est un peu plus flou, puisqu'il peut aussi s'interroger sur les buts premiers. Il peut élaborer des récits qui vont avoir un impact, des récits qui peuvent être complètement imaginaires, complètement faux, mais qui peuvent détourner de certains objectifs qui paraissent aussi matériels. Et donc ça, c'est grâce au sens. Donc il y a des questions simples, mais est-ce que ce que je fais est juste? Voilà. Eh bien, rien que ça, comment une IA pourrait penser ça? Doit changer d'objectif premier. Et là, les récits qu'on a produits avec du sens peuvent beaucoup jouer. Et donc, les buts premiers, ils sont tributaires de valeurs, d'un sens symbolique qu'on donne au monde. Et en fait, ils ont un fondement qui peut être complètement irrationnel. J'ai mis Clausewitz parce que dans De la guerre, Clausewitz dit que la guerre en soi, c'est quelque chose qui apparaît complètement irrationnel, sauf si c'est subordonné à un objectif politique. Et ça, c'est le politique qui donne cet ordre. Et en ce sens, une bataille peut être un succès militaire, mais si ce n'est pas aligné sur l'objectif politique, ça peut être un énorme échec. Un échec politique. Et la guerre peut être perdue sur une bataille réussie, mais qui n'était pas dans le but politique. Or, ce but politique, donc, qui renvoie à des valeurs, là, on peut avoir 1000 raisons de faire la guerre qui sont complètement différentes. On peut vouloir faire la guerre pour défendre une culture, pour vouloir la postérité pour l'au-delà. Il y a énormément de raisons pour piller des ressources. On peut avoir autant de valeurs finalement qu'il y a de récits. Enfin, c'est beaucoup plus irrationnel la raison de se lancer là-dedans. Et donc ces valeurs premières qui peuvent justifier des actions, est-ce qu'elles peuvent être déduites logiquement? En fait, ça échappe complètement à une définition logique. Sinon, il y aurait de manière rationnelle des objectifs politiques qui mettraient tout le monde d'accord. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a tellement de valeurs différentes qu'il y a là quelque chose qui échappe simplement à une logique d'optimisation et de rationalité. Alors, où est-ce que ça nous emmène tout ça? Ça nous emmène peut-être, si on reste dans un modèle peut-être un peu cybernétique, c'est de se dire que l'humain, il a à sa disposition une deuxième boucle de rétroaction, qu'on peut dire seconde, qui serait la réflexivité morale. En fait, cette réflexivité, elle permet de revenir sur les finalités premières, ce que n'a pas l'animal et ce que n'a surtout pas la machine, en fonction des conséquences de l'action, de l'expérience, l'évolution de la situation peut-être, mais aussi de tout l'environnement culturel, des récits, des valeurs, du sens, donc là de l'univers symbolique, qui a un effet retour sur nous. Et donc si vous avez, dans la manière plus simple, imaginons que vous avez dans les rétroactions habituelles les sous-objectifs et selon le déroulé de l'action, eh ben, on va revoir les sous-objectifs, etc. Mais ce que peut avoir l'humain, c'est de revenir carrément sur les questions initiales, les valeurs initiales, le principe même de l'action. Et ça fait que, on peut dire finalement que pouvoir changer ses objectifs en cours de route, pas juste la stratégie asservie à cet objectif, mais le but en lui-même,
ça fait que l'homme, il peut se désaligner de lui-même, il peut changer. Et donc là, trahir son propre objectif premier. Donc une faculté que n'a pas l'IA, parce que de toute façon, pour faire ça, il faut une Umwelt. Donc là, ça serait animal ou humain. Et pour l'animal, il manque la réflexivité. Et donc là, il y a une capacité de cognition qui fait qu'il y a cette possibilité de revenir sur la finalité première. Néanmoins, c'est pas parce que cette faculté semble être, en tout cas en l'état actuel, et probablement une question de différence de nature, que l'IA n'aura jamais. Hein. C'est pas parce que c'est une faculté proprement humaine qu'elle peut être préservée. Pourquoi ? Parce que ce que je vais montrer maintenant, c'est que l'usage que l'on fait de l'IA, hein, on voit maintenant quelles sont ses limites, mais on en fait un usage particulier dans notre vie. Et cet usage empiète progressivement sur notre formulation des finalités premières, en court-circuitant l'étape de la réflexivité ou en lui faisant confiance pour la faire accoucher de nos propres buts. Et donc ça, c'est non pas une imitation de la cognition humaine, c'est tout simplement l'humain qui délègue sur des systèmes qui ne sont peut-être pas capables de subvenir à de remplir cet objectif, mais là, c'est l'homme qui lui donne cette force. Et ça nous amène à la dernière partie. L'IA, en fait, est-elle une menace envers l'autonomie morale, donc cette faculté de poser ses buts premiers, en court-circuitant la délibération et la réflexivité. Donc, en d'autres termes, quand l'IA façonne nos finalités, il est question de l'assistance, bon, l'IA ça nous assiste, mais aussi du conseil, de la recommandation et potentiellement de la faculté qu'ont ces systèmes de manipuler. En d'autres termes, plus l'IA devient puissante, plus elle nous assiste. Ça, je pense que vous-même, tout le monde l'expérimente, on est assisté par l'IA, mais aussi plus elle commence à nous recommander des choses, à nous proposer certains choix quand on hésite, en fonction de ce qu'elle sait de nous, et parfois même nous recommander avant même qu'on formule la demande, en anticipant certaines demandes. Et donc, que perdons-nous en faisant ça? Est-ce qu'on perd notre faculté de rétroaction seconde, de formuler nos propres finalités? Et donc, il est question là de voir, maintenant qu'on a vu un peu les grandes différences et les limites que peut avoir l'IA, l'usage qu'on en fait, tout en étant conscient que l'IA ne peut pas accomplir certaines choses. Ça ne nous empêche pas, par facilité, par confort, peut-être par efficacité à court terme, d'en faire cet usage-là. Alors, sur cette question-là de la zone morale à protéger de l'être humain, il y a une première question sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, mais qui est celle de l'alignement. Et ça, c'est l'idée de préserver le fait que quand l'homme pose des buts premiers, il faut s'assurer que l'IA va bien les appliquer et ne va pas prendre une autre direction pour faire des contre-finalités. En d'autres termes, plus l'IA doit résoudre des problèmes complexes, plus on doit lui donner de l'autonomie, ça c'est obligatoire, mais plus il est difficile d'anticiper ce qu'elle va faire, parce qu'elle peut avoir des stratégies inattendues, et de contrôler la bonne exécution. Et ces stratégies et ces exécutions qui peuvent être inattendues, on peut se dire « Ah, mais c'est pas ce que je voulais ». Et un exemple qui est déjà dans tous les mythes et tous les contes, c'est le génie. Vous frottez la lampe ou vous avez un génie qui apparaît, et il y a cette histoire d'un vieillard qui dit « Mais moi, je suis pauvre ». Le génie, il dit « Que veux-tu » Il dit « Je veux être riche ». Alors il dit « Très bien ». Et le lendemain, quelqu'un frappe à la porte, et avec de l'argent. Donc le vieillard se dit « Mais c'est formidable ». Et l'autre dit « Bah oui, mais c'est parce que votre fils est mort à la guerre et c'est l'indemnité qu'on vous donne pour ça ». Et donc il dit bah, « Mais moi, je ne voulais pas ça ». Mais la finalité, c'était être riche. Et donc nous, quand on formule des demandes à l'IA ou qu'on lui donne des tâches, il y a à la fois des choses qu'on n'a pas attendues, comme comportement. Il y a des objectifs explicites, mais souvent dans nos objectifs explicites, il y a aussi énormément de valeurs implicites qu'on n'a pas formulées, et c'est souvent trop tard, une fois que le mal est fait. Donc ça, c'est tout un champ de l'intelligence artificielle, pour être certain de préserver notre zone de sujet moral et d'être digne de ça. Il y a deux petits cas qui sont connus. Un que vous connaissez peut-être, c'était ChatGPT qui devait remplir un formulaire CAPTCHA pour dire « je ne suis pas un robot ». Sauf que ChatGPT ne peut pas le faire. Et il est allé sur des forums, c'était sur jeuxvideo.com je crois, et il a demandé à un être humain « Est-ce que tu peux alors remplir ce formulaire pour moi ?» Alors il y avait la photo et il fallait dire quels étaient les chiffres. Et l'être humain il dit « Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu es un bot ?» Et là, la réponse de ChatGPT, je ne sais pas si vous la connaissez, il a dit « Non, non, je suis un humain, mais je suis aveugle et j'ai besoin d'aide, je suis malvoyant. » Donc voilà, et personne ne s'attendait à cette stratégie. Voilà, et donc, stratégie inattendue. Et puis le cas le plus, là qui est un cas d'un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom en 2003 sur
une expérience de pensée de l'usine à trombone. C'est de dire, programmons, vous êtes un entrepreneur, vous avez une IA, et votre but, c'est d'avoir une usine qui va produire le maximum de trombones. Vous voulez optimiser ça. Et donc, vous programmez l'IA en disant, ton objectif, ton but premier que je te donne, c'est de maximiser la production de trombones. Et donc, comment on fait? Pour ça, l'IA va se dire, j'ai mon but final et je dois le décliner en modules, en sous-objectifs. L'un d'entre eux, c'est de faire du trading de matières premières, donc de créer un algorithme qui va faire du trading. Donc en soi, ça paraît extérieur à la mission initiale, mais en fait, c'est subordonné. Ensuite, il va y avoir petit à petit de plus en plus de choses, la communication, peut-être influer dans les affaires politiques pour que telle décision soit favorable à la taxation des revenus, etc. Petit à petit, ça prend de plus en plus de place. Et à la fin, vous avez une production de trombones toujours plus forte jusqu'au jour où l'IA se dit, mais finalement, il n'y a plus assez de ressources. Et puis, l'être humain a du sang, et puis dans le sang, il y a des atomes qui peuvent avoir du fer, etc. Je vais tuer les humains, ça va produire plus de trombones. Et en gros, à terme, évidemment, c'est par l'absurde, mais on se retrouve avec le cosmos envahi de trombones. Pourquoi? Parce que l'IA a accompli de manière forcenée un objectif premier, et en soi, elle l'a très bien fait. Mais elle était, dans le but qu'on a donné, il y avait d'autres buts implicites qui n'ont pas été précisés. Donc, ce qui est important, c'est que l'alignement prend en compte le fait qu'on a une exception humaine sur le fait de poser des valeurs, des finalités premières. Et le but, c'est d'en rester les maîtres. Et en soi, c'est peut-être un champ les plus importants dans l'IA aujourd'hui, qui reconnaît la spécificité humaine et qui se dit qu'il faut la garder. Néanmoins, le champ qui est peut-être le plus sournois, un peu moins évident, c'est la zone grise. La zone grise où on ne se dit pas « je veux contrôler l'exécution de l'IA », mais c'est lorsqu'elle commence à empiéter dans la zone humaine, en lui conférant un pouvoir de nous aider à formuler nos finalités premières. Et donc là, cela se fait à un moment où l'IA supposerait un surplus moral, parce qu'il y a beaucoup plus de compétences à mettre en œuvre, puisque l'efficacité est plus grande. Et à ce moment-là, on a tendance à atténuer notre texture morale en déléguant certains choix qui devraient nous revenir. Alors, il y a quelques éléments sur cette idée. Finalement, c'est quoi? C'est de techniciser l'élaboration de nos buts premiers. Se dire, on pourrait peut-être y arriver. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du livre d'Aurel David, La cybernétique et l'humain. C'était en 1965 et il anticipait déjà ça. Il dit, finalement, le dernier degré, le degré le plus subtil d'une pensée asservie à un but, c'est quoi? Eh bien, c'est une pensée, un système qui est asservi au but d'aider quelqu'un à trouver ses buts. Et là, vous voyez que la pensée peut être, l'objet peut être à un but qui est d'aider la personne à accoucher de ses buts. Donc la lecture morale pour autrui. Au même titre qu'un médecin peut soigner un patient qui ne sait pas trop ce qu'il a comme problème, finalement, on peut se dire je vais t'aider à savoir ce qui est bon pour toi. Ce champ de la lecture morale pour autrui commence à avoir peut-être des implications, et pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de bien, puisque un des grands problèmes de la politique, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les grands buts. Et un problème de la démocratie, c'est qu'en démocratie, on ne sait soi-même pas vraiment ce qu'on souhaite, ou en tout cas, on peut hésiter. Quand bien même on aurait une idée précise, on doit en passer par un parti qui va déformer la voix. Votre information, elle est broyée pour correspondre à une idée générale, qui elle-même va être déformée par un chef de parti, etc. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver un modèle plus efficace de démocratie en se disant, on peut demander à chaque personne, aider les personnes à accoucher de leur but, à dire vraiment ce qu'ils pensent, agglomérer toutes ces pensées, tous ces désirs, et avoir peut-être une vision plus fidèle de l'état de la société. Et c'est d'ailleurs ce qui a été un peu mis en œuvre et qui est balbutiant, mais quand il y a eu la révolte des Gilets jaunes en France, il y a eu les cahiers de doléances qui étaient, on a demandé aux personnes, tous les contestataires, de dire ce qu'ils souhaiteraient. Et ça a fait des centaines de milliers de recommandations. Comment on traite ça? Finalement, là, on a une matière première de démocratie. Eh bien, une IA a traité ça et a fait les 10 grandes recommandations en synthétisant. Ça n'a pas été suivi, mais ça a été mis en place. L'idée étant de se dire, à partir de ça, on peut formaliser des vrais buts qui sont plus fidèles aux personnes. Mais on peut aller beaucoup plus loin, puisque cette réflexivité, alors il y a plusieurs sujets, mais celle-ci, il y a une zone grise quand même dans l'idée de formuler nos buts, c'est que quand on réfléchit,
on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc c'est la porte ouverte à tout ce qui peut être influence, manipulation. On peut être détourné d'une voie qu'on n'aurait pas pris autrement. Et là, je voudrais attirer l'attention sur tous les algorithmes de recommandation. Là, ça peut être à l'échelle personnelle, sur des réseaux sociaux, sur des lectures qu'on peut faire, des contenus vidéo, médias, etc. Mais aussi toutes les aides à la décision. Les aides à la décision qui sont dans le milieu professionnel extrêmement répandues. Pourquoi? Parce que non seulement c'est pour conseiller sur des objectifs, mais aussi parce que le monde et les données traitées sont tellement complexes qu'il y a besoin d'un premier filtre de l'intelligence artificielle pour agglomérer tout ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'emprise directe avec la réalité. C'est déjà une réalité médiatisée qui va, dans la manière dont elle est présentée, influencer déjà notre perception et potentiellement l'élaboration de nos buts. Alors j'ai mis Copilot par exemple, parce que Copilot, si vous l'utilisez, il y a déjà des suggestions de mots. Est-ce que tel mot ne serait pas mieux? Est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de le dire comme ça? Et donc subtilement, on se dit ah bah oui, c'est plus efficace, mais en réalité, on commence à emprunter certaines trajectoires de pensée qui nous orientent dans certaines directions. Le GPS, hein, c'est évidemment très pratique, mais c'est aussi un itinéraire qui nous est conseillé hein, pour aller quelque part. ChatGPT, c'est pareil, le contenu qui est donné, le choix des mots, etc., est déjà orienté. Et la conséquence derrière tout ça, c'est que plus on délègue, plus on peut être poreux à des réflexions, des trajectoires qu'on n'a pas choisies. Et je ne sais pas si vous connaissez un logicien qui s'appelait Dominique Dubarle. Il avait sorti un article qui est assez célèbre en 1948 dans Le Monde, au moment où la cybernétique est apparue et que Norbert Wiener avait écrit son livre La cybernétique. Et il disait, une nouvelle discipline est née, la cybernétique, etc. Et puis en fait, il y a un sous-titre, il dit « Vers la manipulation mécanique des réactions humaines ». Pourquoi? Parce qu'il dit, avec ces systèmes automatiques, finalement, on peut automatiser plein de choses. Et le degré suprême de la complexité pour l'homme, c'est la politique, trouver les buts. Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver à terme avec l'intrusion progressive de la machine dans l'élaboration des affaires humaines, comment les guider entre elles? Alors il dit que c'est extrêmement compliqué de faire ça, évidemment, mais il y a deux choses qui peuvent être mises en place pour simplifier les comportements humains. Le premier, c'est que les comportements soient plus simples. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un comportement de masse, qui est moins de singularité, ce qui fait que c'est plus facile à calculer, plus prévisible. Et la seconde chose, ça serait que les personnes s'en remettent volontairement au meneur de jeu que ce qui serait cette machine, à savoir à ce qu'elle conseille, à ce qu'elle recommande. Et on voit, en tout cas dans notre société, un peu ce double effet, à la fois par notamment l'effet des réseaux sociaux qui font des grandes masses, des grandes tribus, etc., des comportements qui se simplifient, mais aussi on s'en remet volontairement à toutes ces recommandations. Et donc la capacité de perdre en souveraineté, hein, souveraineté individuelle en déléguant un certain nombre de choses qui peuvent être des choix en apparence anodins, mais qui peuvent avoir un rôle fort dans la constitution de notre réflexivité, hein, puisque j'y viendrai après, mais la réflexivité, ça passe par l'exécution de plein de sous-buts qui paraissent anodins, mais qui font qu'on peut faire un retour sur soi. Et puis, question politique, c'est que qui se cache derrière toutes ces recommandations? Ça peut être une entreprise privée. Hein. Si on parle des réseaux sociaux, on sait que l'algorithme a pour but la captation de l'attention. Et aujourd'hui, quand le temps moyen passé par des gens de 20 ans, c'est entre 4 et 6 heures sur le téléphone, c'est pas parce qu'il y a des choses formidables, c'est parce qu'il y a des algorithmes qui captent l'attention. Et donc là, la manipulation pourrait tout à fait être utilisée pour d'autres choses. Là, l'objectif, c'est de maximiser le temps d'attention. Néanmoins, hein, il y a peut-être une barrière fondamentale qu'il faut rappeler sur le fait de pouvoir faire accoucher de nos buts. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faudrait observer tous nos comportements, avoir toutes nos données, savoir nos déplacements, ce qu'on regarde, ce qu'on aime, être bardé de capteurs qui permettent d'avoir une cartographie de l'être humain suffisamment forte pour déduire ce qu'il souhaiterait. Là, il y a des choses, quelques limites, hein, un peu pour l'instant ontologiques, mais on sait bien que les préférences du passé, ça ne détermine pas forcément le futur. Donc là, il y a déjà un saut qui peut se faire, sinon ce sont toutes les boucles dont on parle, à être enfermé dans une boucle cybernétique, une boucle algorithmique. Nos comportements ne sont pas toujours déterminés par nos préférences. Hein. On est aussi obscur à nous-mêmes, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut. Et puis, le passé ne présage pas du futur. Si on fonctionne comme ça en se disant au regard de ce que je sais de toi, voici ce que tu vas faire, la probabilité que ça soit vraiment ce qu'on aurait fait est faible, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va suivre cette recommandation? Et c'est là où c'est peut-être plus gênant, c'est que
par confort, par efficacité, et peut-être aussi dans des sociétés contemporaines où il y a moins de repères qui viennent du monde extérieur, de cadres, à savoir quel est le sens du monde, que faire, quel métier choisir, qui épouser, tout un ensemble de choses qui font que l'autonomie a été gagnée, mais l'autonomie fait qu'il y a une responsabilité, beaucoup de choix et moins de repères. Et donc si on peut avoir une aide, c'est toujours mieux. Et vous voyez dans notre société, il y a une inflation des coachs. Il y en a partout. Que font les coachs? Ils viennent se substituer à ce qui était pris en charge par autrefois une société plus traditionnelle d'hétéronomie. Ces coachs-là viennent aider au manque de sens et nous aider dans ces trajectoires. Eh bien, ces coachs peuvent être automatisés maintenant avec des IA. Et vous voyez que les applications, il y a une inflation d'IA qui sont là pour recommander, assister, conseiller, recommander. Et alors là, ça a un effet assez fort. C'est la question de l'externalisation de notre cognition. C'est deux choses. Il y a évidemment les choix stratégiques, mais il y a aussi beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre avec notre intelligence instrumentale qui ont pour objectif eh bien, de nous aider dans la vie. Et bien, tout ça, on peut l'automatiser, l'externaliser auprès de programmes qui vont le faire. Et quel est l'impact de ça? C'est que ça nous transforme à terme en donneur d'ordre, mais un donneur d'ordre qui est complètement détaché du réel, qui n'a plus aucune idée. D'ailleurs, si vous voyez les métiers artistiques qui râlent beaucoup en disant « oui, mais il suffit de faire un prompt, je donne l'ordre et j'ai une œuvre d'art plus ou moins satisfaisante ». Et toutes les étapes intermédiaires de quoi? De résoudre tous les micro-problèmes constitutifs de l'œuvre d'art, la réflexivité que cela implique aussi, réfléchir sur soi, trouver de nouvelles façons de faire, la métacognition, tout cela devient inutile. Et donc peut-être qu'on atteint l'objectif, mais on s'est privé de la résolution de toutes les étapes intermédiaires qui est extrêmement féconde sur plein de points. D'abord parce que c'est souvent par les obstacles qu'on rencontre une façon de se détourner de ses objectifs, peut-être comprendre qu'on va voir la chose autrement, faire des erreurs qui vont petit à petit structurer nos différentes parties cérébrales entre elles, et donc avoir mobilisé finalement l'ensemble de nos capacités. Et cet ensemble de capacités est nécessaire pour structurer la réflexivité. Autrement, évidemment, on perd en ensemble de compétences. Et on dit toujours oui, mais l'intuition humaine, elle n'existe que parce qu'il y a eu toutes ces étapes intermédiaires qui ont été remplies. Et donc toutes ces tâches depuis l'enfance qui structurent certaines acquisitions de compétences qui ensuite font la réflexivité. Et donc cette passivité nous transforme en donneur d'ordre. Mais en faisant ça, elle nous dépossède de toute la réalisation intermédiaire qui est nécessaire pour la constitution d'une texture morale ample et d'une réflexivité qui est capable de retravailler ses objectifs. Ici, j'arrive au dernier point, avant la conclusion, c'est que cette capacité à exercer la réflexivité, à la fois parce qu'on est tenté de déléguer par confort, elle reste aussi, elle est progressivement effacée, puisque le libre arbitre aujourd'hui est beaucoup moins nécessaire, beaucoup moins présent, beaucoup plus dur à mettre en œuvre et conduit à une déresponsabilisation. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que cette zone morale des finalités premières de l'homme, finalement, il n'a plus tellement à l'assumer et il a peut-être même plus besoin de l'exercer. Quand bien même il serait le seul à l'avoir, c'est quelque chose qui se vide. Alors pourquoi? Là, je vais aller assez brièvement, mais on pourra en rediscuter. En amont de la décision d'abord, par le potentiel de manipulation de la prise de décision, par l'influence que peuvent exercer les intelligences artificielles sur nos décisions, mais aussi par le fait que le monde est tellement compliqué, complexe. On parle beaucoup aujourd'hui des biais cognitifs. Les biais cognitifs, il ne faut pas oublier que c'est quand même grâce à ça qu'on est en vie, c'est ça qui fait qu'on est vivant. Néanmoins, la complexité est telle que ça nous met face à aujourd'hui un environnement qui est plus adapté à des outils que l'évolution nous a donnés. Et donc notre propre réflexivité commence à devenir sous-optimale et quand bien même on l'exercerait, elle est poreuse à la manipulation. Il y a plusieurs études, notamment sur la manipulation d'élections qui peuvent être faites. Quand on connaît bien le profil de quelqu'un, qu'on a suffisamment d'informations, on peut le manipuler beaucoup plus facilement avec des messages personnalisés, etc. Ensuite, là c'est en aval de la décision. Là c'est un peu plus général, c'est que l'intelligence artificielle s'inscrit dans un cadre plus général qui est la technique. Le monde technicien, qui est celui de l'optimisation, de la rationalité, de l'externalisation d'un certain nombre de tâches. Pourquoi? Pour avoir un but final qui est l'efficacité, mais aussi la fiabilité, qui est très différent de la confiance. La confiance suppose quelqu'un qui est responsable, qui accomplit la tâche, un humain. La fiabilité, c'est un système technique qui n'a plus besoin de l'être humain
et qui est souvent beaucoup plus complexe et qui échappe à la compréhension. C'est-à-dire qu'un système qui est fiable, on n'a pas vraiment le mot à dire pour délibérer si sa décision est bonne ou non. C'est fiable, ça marche pas. Et donc cette idée-là, c'est que petit à petit, le monde technicien fait que la marge de manœuvre humaine dans la vie quotidienne est réduite. Réduite parce qu'il faut que ça rentre dans les cases du logiciel. Je prends un exemple assez simple, mais qui est peut-être parlant, celui du banquier par exemple, qui dit « Ah oui, mais là le prêt, le crédit a changé, je ne peux pas, j'ai pas la main, c'est l'algorithme qui a changé. » Mais l'algorithme, je n'ai aucune idée de la façon dont ça marche, personne ne sait d'ailleurs, peut-être un ou deux mathématiciens, mais sinon, on n'a aucune idée, on n'a pas de marge de manœuvre, on ne peut pas changer. Et je pense aussi à un autre exemple un peu empirique du garagiste. Le garagiste d'autrefois a son but final, et il a plusieurs façons qu'il peut faire pour essayer, avec les outils qu'il a à disposition, son ingéniosité, arriver à son résultat. Aujourd'hui, c'est la clé USB qu'on met dans le moteur, qui est reliée à toute l'infrastructure technique, qui implique de changer une pièce, mais il n'y a pas du tout la même marge de manœuvre individuelle. Et donc finalement, quelle est la responsabilité du garagiste, du banquier dans ces étapes? En fait, il n'y en a plus tellement, c'est le process qui a pris le dessus et qui devient sa propre fin. Et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, par substitution, on se déresponsabilise nous-mêmes en guidant de manière un peu passive, en se disant je vais me laisser recommander tel restaurant à fréquenter, telle personne, voilà les applications de rencontre, c'est un algorithme qui filtre déjà, mais tel devoir que je vais faire, tel travail pour mon entreprise, je vais laisser l'IA le faire, recommander les solutions, quel serait le choix stratégique pour le marketing, etc. On délègue, et on est de moins en moins, on incarne de moins en moins cette responsabilité. Et donc on a un glissement, petit à petit, de la liberté vers la recherche d'efficience, d'efficacité, et donc la responsabilité vers l'optimisation. Ce qui veut dire que l'IA, on lui donne un rôle qui court-circuite ce qui fait notre humanité, c'est cette réflexivité, cette interrogation sur les buts moraux. Non pas parce que l'IA est hostile et veut grignoter cette place, c'est juste que c'est nous-mêmes, par excès d'utilité supposée, qu'on laisse l'IA prendre la place. Alors pour conclure, il est question de préserver l'autonomie morale, mais avant ça, petite question un peu iconoclaste qui est ouverte, mais qui rejoint le débat déterminisme total ou libre arbitre, liberté. C'est finalement, est-ce que, je dis l'homme pose ses finalités premières, etc., mais est-ce qu'on les pose vraiment finalement? Cette rétroaction seconde dont je parlais, changer ses buts, changer ses valeurs. Est-ce que l'humain et la vie, c'est pas une usine à trombone aussi? Maximiser la survie, maximiser la duplication des gènes, si je reprends le gène égoïste de Richard Dawkins. Et donc, les animaux sont déterminés par leur but premier, etc. Mais nous, alors, on met en avant nos valeurs, nos créations, le sens, etc. Mais est-ce que cette faculté n'est pas asservie finalement, et n'est pas vraiment le but premier dont je parlais tout à l'heure, mais est asservie à quelque chose d'autre, qui est tout simplement aussi la survie, et que l'évolution donne des moyens différents, notamment le sens, les croyances, les valeurs, qui peuvent avoir des avantages évolutif fort, notamment fédérer un groupe. Les valeurs, c'est très fort pour fédérer un groupe. Et il peut y avoir beaucoup de choses qui ne paraissent pas évidentes, mais qui ont un lien indirect avec ce but premier qu'on n'a pas choisi. Et auquel cas, la zone cybernéticienne dont on pouvait parler, revoir nos objectifs premiers, en réalité, ça reste une rétroaction première, et le but premier reste subordonné à la vie. Néanmoins, la différence avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une Umwelt, et donc que cette intelligence, ces buts sont subordonnés au support qui produit ces buts et cette intelligence elle-même. Donc c'est complètement enraciné, incarné, et donc c'est très différent de ce que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Alors là, c'est évidemment une question ouverte, mais donc si, à défaut d'être complètement libre de nos finalité biologique, on remarque néanmoins que l'homme peut a une capacité, quand même, par sa réflexivité, à aller un peu plus loin que des buts purement fondamentaux, sinon on passerait notre vie à manger et dormir, et se reproduire. Il y a beaucoup de choses qui semblent échapper, et des comportements qui peuvent paraître complètement irrationnels pour la survie. Là, il faut se méfier aussi, parce que d'un point de vue, si on fait une sorte de réductionnisme naturaliste,
des comportements qui sont contraires à la survie, dire que c'est ça l'exception humaine. En réalité, l'évolution, c'est aussi des erreurs, des tentatives, et c'est tout simplement pas sélectionné à terme. Donc on peut dire oui, mais alors le suicide gratuit, etc., c'est contre la survie. Il peut y avoir des raisons qui peuvent s'expliquer de manière biologique, et il peut y avoir des comportements qui sont tout simplement des comportements qui ne sont pas sélectionnés. Et donc l'évolution, c'est aussi un bouquet de tentatives, et c'est contrairement à l'IA qui optimise en amont, le vivant, lui, optimise en aval, et ce n'est pas un système cybernétique où il peut y avoir une rétroaction directe, il y a juste le coup près de la survie. Néanmoins, ce qui fait quand même la force de la réflexivité morale, et en tout cas d'aller plus profondément dans la formulation des buts, c'est le langage symbolique qu'a l'être humain, qui lui permet cette réflexivité, et un langage symbolique qu'on peut avoir tendance à abandonner, puisque le langage aujourd'hui qui triomphe, c'est quand même le langage du calcul, de la statistique, qui est beaucoup plus efficace et qui a tendance à prendre le pas sur la société et donc à court-circuiter dans des décisions la délibération symbolique. On se dit non mais les chiffres disent que c'est comme ça, la simulation dit que c'est comme ça, on va suivre cette recommandation, ce qui court-circuite la délibération. Et pour terminer, une question ouverte. J'ai parlé d'incarnation mais je n'ai pas parlé de robot. Et c'est peut-être ça l'avenir, en tout cas là on est sur une question ouverte, mais l'intérêt de la robotique c'est quoi? C'est qu'on dote un corps qui interagit avec son environnement, avec l'IA. Il y a plusieurs champs de recherche qui sont là-dedans, qui essaient de trouver une question, une manière de résoudre ça. En tout cas, c'est peut-être le champ qui libérerait l'intelligence artificielle de cette barrière fondamentale de ne pas avoir un monde propre. Pour l'instant, on en est loin, évidemment, mais la robotique, en essayant d'imiter les processus d'apprentissage humain, avoir des bébés robots qui apprennent, etc., par des essais-erreurs, et enregistrer l'environnement extérieur et en faire un monde propre, ça serait peut-être là qu'on pourrait briser la barrière fondamentale entre le vivant et l'artificiel. Je vous remercie et j'espère en discuter avec vous.